paysage audiovisuel a été bouleversé par l'arrivée de nouveaux opérateurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de lancer cette nouvelle série des causeries de la culture dédiée à la culture et aux institutions. Je reçois donc Dominique Picardo, vice-président du Conseil de la culture et de l'éducation de l'environnement. Bonjour Dominique. Bonjour Michael. Dominique, tu vas évoquer le CCE, nous présenter ce que c'est que ce conseil consultatif dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tu vas nous parler du rapport sur l'audiovisuel public que ce conseil a réalisé cette année. C'est effectivement l'une de ces dernières productions. Alors le CCE, quand on traduit l'acronyme, c'est donc Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, est une institution qui a été mise en place par les lois de décentralisation, dites loi de fer de 1982. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, deux anecdotes pour le situer. Au milieu des années 80, on a un vrai grand moment d'hilarité lorsque le rapporteur du Conseil conclut son intervention sur l'éducation par une proposition. On a là en face de nous, donc je n'y étais pas, on me l'a raconté, on a donc en face de nous les représentants de la région et les représentants de l'État. Et donc, ce rapporteur fait une déclaration qui déclenche quasiment la grosse rigolade dans la salle. Pourtant, il n'a parlé ni de faire une route sur la mer, ni de faire la route des Tamarins, des utopies devenues réalité. Il a juste dit que dans une dizaine d'années, il faudrait prévoir de doubler le nombre de lycées à La Réunion, les passer de 6 à 12. Vrai moment de rigolade, confirmation que ce nouveau conseil, c'est bien un de ces nouveaux comités Théodule, comme avait coutume de le dire le général de Gaulle, à ceci près qu'aujourd'hui, eh bien, il y a 101 530 collégiens et lycéens sur notre territoire, 87 collèges et 48 lycées. De la même manière, on est en 1992, et le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement décide d'envoyer Guy Clerc, donc l'un des pères de l'écologie à La Réunion, au sommet de la Terre à Rio. Ni une ni deux. Quelques temps plus tard, les journaux font les choux gras de cette information en disant ils envoient un de leurs amis passer des vacances au Brésil, ce qui est toujours intéressant, ma foi. Pourquoi citer ces deux anecdotes ? Pour une raison très simple, c'est que c'est la différence qui peut exister entre la perception courante des choses par le citoyen lambda et la volonté anticipatrice du législateur lorsqu'il souhaite avoir une réflexion sur ce qu'il pressent comme une nécessité de demain. Et c'est très précisément dans ce contexte que sont nés les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Nous sommes en 1981, donc il y a cet nouvel avènement d'une démarche politique différente. Et très rapidement, on a donc la mise en place des lois dites de fer. Quelle est l'option de cette politique de décentralisation ? Il le formulait comme ça, il s'agit de créer un choc psychologique afin de réduire les résistances à un bouleversement qui vise à rapprocher les citoyens des centres de décision et de responsabiliser les autorités élues. La mise en place du Conseil se situe dans cette démarche. Alors certes, ce n'est que dans les Outre-mer que cela se met en œuvre, mais c'est la volonté de l'État de favoriser l'expression de la société civile organisée et ajouter à la démocratie représentative, fondement de l'organisation politique du pays, un espace de parole avec ce qui permettra d'avoir quasi en direct le ressenti du pays réel. On est en 1982. Aujourd'hui, en 2022, on parle de démocratie participative. C'était la préfiguration. Donc une loi donc 82-11-71 du 31 décembre 1982, et qui dit que dans l'organisation des 4 territoires d'outre-mer que sont Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, il y aura un régime juridique spécial qui leur confère des compétences plus larges que celles qui sont dévolues aux régions hexagonales et qui étaient auparavant exclusivement réservées à l'État. On est un peu dans la même logique que celle qui prévaut en Corse, et on attribue donc aux conseils régionaux la capacité de statuer sur la culture, les sports, l'éducation, l'environnement, mais aussi les affaires européennes et la coopération régionale. Alors ça, c'est la volonté en termes de législation pour les conseils régionaux. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, ce Conseil de la culture, pratiquement ? Eh bien, lui, il va être ce que Roger Ramchetti, le président actuel du Conseil, a coutume d'appeler l'Assemblée du premier mot. C'est-à-dire qu'il va être l'instance qui va être sollicitée en tant qu'instance représentative de la société civile organisée pour donner l'avis du citoyen dit lambda aux autorités. Alors, cet avis, ils sont tenus de le prendre.
pas forcément de le suivre. Mais en tout état de cause, ils ont la possibilité de faire remonter à l'instance décisionnaire un certain nombre d'éléments, et c'est ce que le Conseil va s'évertuer depuis cette date à opérer. Voilà. Dominique, le Conseil a deux obligations légales. La première, comme tu l'as dit, c'est donner un avis, donc ça, c'est les saisines du Conseil régional. Et la deuxième obligation légale, instituée dans la loi, c'est de faire un rapport sur l'état de la communication audiovisuelle dans la région. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette obligation? Alors, effectivement, c'est, hormis la définition que tu évoquais à l'instant, la seule exigence que le Conseil produise un rapport audiovisuel annuel. Ça, on va le mettre entre parenthèses parce que ça n'a pas toujours été le cas, on s'évertue aujourd'hui à le faire. Mais en fait, le législateur avait réellement la volonté d'avoir un regard distancié sur ce qui se produisait en matière d'audiovisuel dans les territoires d'outre-mer. Pas le regard de l'opérateur, pas le regard de la chose publique, le regard d'un organisme décalé et a priori neutre, ou en tout cas n'étant pas engagé de part et d'autre, sur l'approche de l'audiovisuel. Voilà. Sur la nécessité de faire ce rapport, le Conseil a déjà une pratique qui est ancienne. Donc, il a déjà fait 4 rapports. Aujourd'hui, nous sommes au 5e rapport. Si tu dois retenir les principaux points, les principales idées qui ont émergé des 4 premiers rapports, qu'est-ce que aujourd'hui tu retiendrais comme élément fort? En tout cas, le Conseil n'a même pas attendu le texte de loi, puisqu'en fait c'est le 8 janvier 1986 que l'on inclut dans un texte de loi la nécessité de ce rapport. Mais en fait, bien avant, le Conseil a commencé à donner son avis, et c'est très précédent depuis 1984. C'est par le biais des rapports, notamment autour des orientations budgétaires ou autour des comptes administratifs de la région, que cet avis s'exprime. Et par exemple, en 1984, on s'empare de la question de l'audiovisuel pour marquer l'insatisfaction du fait de l'absence de domaine des techniques de communication dans le projet d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que la région ne parle pas de communication, le Conseil trouve que cela est dommage et en fait état. 89, c'est également un questionnement, cette fois-ci, sur l'action du Conseil régional en matière d'audiovisuel. 90, le Conseil, dans le cadre de la conférence permanente des CCE, dicte un certain nombre d'éléments qui lui paraissent nécessaires en matière d'audiovisuel. La mise en place d'un véritable service public de l'audiovisuel soumis à un cahier des charges qui assurerait le pluralisme de l'information, le rôle d'éducation et de formation de la télévision et de la radio, la concertation et la mise en œuvre du patrimoine naturel, une grille des programmes, promotion du côté du français, du créole et des langues régionales, moyens techniques, financiers et humains à hauteur de l'enjeu. Donc le CCE, tout au long de son parcours, va s'évertuer à avoir ce regard, à la fois donc au travers des rapports qui, je vous l'ai dit, vont être un peu moins nombreux que le rapport annuel, mais en même temps, annuellement, au travers de ses orientations budgétaires. Enfin, du commentaire, plus précisément, des orientations budgétaires de la région. Alors, sur les rapports de 97, de 2000, de 2001 et 2002, les éléments forts, avant de passer au rapport de 2022. Alors, d'abord, la nécessité d'utiliser l'audiovisuel comme un moyen de communication, comme un moyen d'information, comme un moyen d'éducation. C'est ce qui ressort dès les premiers points. Ensuite, la nécessité d'avoir un regard au travers de cet audiovisuel sur la société réunionnaise, sur, je le mettrai en guillemets, la civilisation réunionnaise, la guillemets, pas sur le terme de civilisation, le guillemets sur l'emphase que ça pourrait porter. En tout cas, sur la civilisation réunionnaise. Et la vraie question, réellement, c'est comment on intègre l'existence, la manière d'être, the way of life, si je prends la formule, de ce territoire dans la réalité de ce qui est mis en œuvre. Et ce sera constamment la démarche du Conseil de la culture, de l'éducation et des congés, et ce sera, c'est parce que ça continue aujourd'hui, il s'agit réellement de positionner une instance qui a la possibilité, j'allais dire le pouvoir, qui a la possibilité de donner son avis depuis l'intérieur de la société réunionnaise, dont elle est une représentation à travers la société civile organisée. Bien. Dominique, sur le rapport de 2022, quels sont les éléments sur lesquels tu souhaiterais aborder et évoquer pour expliquer le travail qu'a fait le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement?
J'ai presque envie de dire qu'il y a d'abord la mission première qu'il y a dans ce rapport, c'est-à-dire vérifier, ça peut paraître un peu pompeux, mais vérifier que le service public de l'audiovisuel remplit bien sa mission. Pour ce faire, eh bien, il y a un cahier des charges qui a été établi au travers de la loi, donc qui est un cadre formel, légal. Et ce cadre, eh bien, il pose 4 missions au service de l'audiovisuel. Informer, éduquer, distraire et cultiver. Donc, informer, il est très précisément souligné que l'information nationale, locale et régionale doit occuper une place prépondérante et qu'il y a une obligation d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information. Première chose à vérifier en matière d'information. En matière d'éducation, l'éducation occupe une place importante dans le service public de l'audiovisuel puisque son cahier des charges impose une éducation par des programmes scientifiques et des documentaires. L'éducation aux médias doit aussi être assurée par le service public. Deuxième point à vérifier. Distraire. Distraire parce que le divertissement est aussi un pilier du cahier des charges. Il s'élabore autour d'émissions musicales, de programmes sportifs, de diffusion d'œuvres cinématographiques, de fiction audiovisuelle, de programmes pour la jeunesse, d'émissions de jeux. Un cahier des charges qui est annexé au décret donne une place forte à l'outre-mer. Alors, quelques éléments que je vous invite que je t'invite, Michael, à retenir, c'est la dimension de la diffusion d'œuvres cinématographiques et la dimension de fiction audiovisuelle qui nous concerne directement dans ce rapport. Enfin, il y a également la finalité de cultiver. Le service audiovisuel public différencie bien, dans son cahier des charges, l'éducation de la culture. Donc, on est sur la dynamique d'une émission culturelle quotidienne, soit de fait, soit par la retransmission de spectacles, d'émissions et d'événements. Donc aujourd'hui encore, on peut vérifier si effectivement, tout dépend de la définition qu'on donne de la culture, il y a chaque jour sur le service public une émission de ce type. Enfin, il est précisé dans ce cahier des charges que les chaînes outre-mer doivent privilégier une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultramarins français et contribuer à l'expression des langues régionales. Là, j'ai presque envie de renvoyer aux propos d'Henri Emmanuelli. Henri Emmanuelli qui, au tout début, donc au moment de la création des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement, avait lui-même défini la démarche et la dynamique qu'il était nécessaire, et il disait donc qu'il était nécessaire que la nature spécifique de la culture de notre territoire puisse bénéficier d'un vecteur. Donc on retrouve dans ce que je viens d'évoquer cette démarche qui a été posée par Henri Emmanuelli et qui aujourd'hui est encore notre fil conducteur. Comment on parle de l'outre-mer aux outre-mer, comment on parle de l'outre-mer au national, comment on parle de l'outre-mer à l'international. Dominique, au-delà de cette approche sur la base des textes législatifs et suite à l'analyse des programmes et de la station publique réunionnaise, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur cette affaire-là, sur ces points? Quelle est l'approche du Conseil de la culture dans la continuité de ses travaux sur le service public? En fait, l'analyse du service public, puisqu'il a fait l'objet de 2 approches, il a fait l'objet d'une approche dans le 2e rapport sur l'audiovisuel, et on le retrouve aujourd'hui. La fois précédente, il s'agissait d'analyser la programmation du service public. Aujourd'hui, il s'agit de regarder son rôle dans la diffusion de la fiction réunionnaise. Donc, dans ce rapport, nous sommes très précisément sur la question de la possibilité de représentation de l'univers réunionnais au travers de la fiction et de la part que le service public peut avoir dans cette dynamique. Alors, ça a été fortement influencé, il ne faut pas le cacher, par la disparition de François, puisque François, et même Cora Patel, qui est interviewé donc dans ce rapport, reconnaissait que François avait été l'opportunité de diffuser sur le territoire national des fictions, courtes ou longues, portées par des auteurs ultramarins, et notamment lors d'une émission récurrente qu'ils appelaient « Haut et court » en destination des programmes courts. François achetait régulièrement les droits de diffusion des films, produits ou autoproduits, et offrait une vitrine ainsi qu'une structuration aux ayants droit, notamment venus de la Réunion. Mais bien au-delà, François, c'est une structure qui est la suite de RFOSAT, et qui est une structure qui était au départ destinée à
porter la visibilité des Outre-mer. De RFOSAT à François, il y a eu un pas qui a été fait 6 ans après. RFOSAT, c'est 1998, François, c'est 2004. Et France O vient donc prendre le relais sur la TNT de la démarche qui était portée par RFOSAT. Sauf que peu de temps plus tard, il y a des émeutes en France et que la nouvelle demande qui est formulée est que France O soit non plus seulement la chaîne de la visibilité des Outre-mer, mais la chaîne de la visibilité des banlieues. Et les deux cahiers des charges vont relativement s'entrechoquer parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et dès lors, il va y avoir un grand écart à opérer dans la programmation pour arriver à tenir ces deux objectifs qui, s'ils ne sont pas antagonistes, sont au moins difficiles à réaliser. Donc ça, c'est la première étape. Et François va du coup se lancer dans une dynamique un peu particulière avec en plus des problématiques qui sont que le national, l'hexagonal central siphonne les stations d'outre-mer. Alors certes, on monte la diversité de l'outre-mer, mais en même temps au détriment des stations d'outre-mer, ce qui fait que on n'a pas forcément du coup envie du côté des stations d'outre-mer d'alimenter François, parce que en fait chaque fois qu'on l'alimente, on se tire une balle dans le pied, ce qui est un peu compliqué. Donc dès lors, il va y avoir une espèce d'antagonisme qui va s'établir entre la chaîne de l'outre-mer et les outre-mer. Résultat. Premier paradoxe, résultat qui, avec ce grand écart que j'évoquais tantôt, finit par faire provoquer une désaffection dans le public. La chaîne va peu à peu perdre de son intérêt, elle va descendre à 3%, 2%. Et un beau jour, on va décider de supprimer François, parce que c'est l'heure des économies, on est dans les années 2020, ce n'est plus les 30 glorieuses et de loin, et donc dès lors, il faut faire des économies. À ceci près quand même que la question qui se pose, c'est que la démarche initiale, elle est celle d'une visibilité des Outre-mer. Alors, on prend une grande décision, on met en place un pacte. Ce pacte doit porter la visibilité des Outre-mer, non plus dans François qui soudain deviendrait un ghetto, mais sur l'ensemble des chaînes. Il faut que les Outre-mer soient visibles sur l'ensemble des chaînes. Donc tout le service public est concerné. Tout le service public est concerné, et on devrait donc se retrouver sur France 2, sur France 3, France 24, et j'en passe. Au final, se retrouve-t-on réellement? Qu'en est-il de la présence des jeunes talents dans la création audiovisuelle? Alors, il y a déjà une première problématique, c'est que l'audiovisuel a un principe, c'est qu'un rédacteur en chef est souverain. Comme un commandant d'avion, il est seul maître à bord. Et dès lors, comment imposer à un rédacteur en chef d'aller couvrir tel ou tel sujet? Si c'est un fait divers, il y a des chances, parce que le fait divers, c'est porteur. La coutume de dire dans les écoles de journalisme qu'un chien qui mord un homme, c'est banal. Par contre, un homme qui mord un chien, ça, c'est une information. Alors, il y a quand même la crainte qu'on soit vécu au travers de ce prisme-là. Et malheureusement, cette crainte, elle va être confirmée parce que la disparition de François fait passer la part de visibilité des Outre-mer de 10% à moins de 1%. Et aujourd'hui encore, cette problématique n'est pas résolue. Là, on est déjà sur l'information. Alors, imaginez l'impact que ça peut avoir sur la fiction. François, oui, était partenaire de certaines productions, les stations. Mais à partir du moment où on n'a plus de canal de diffusion, comment diffuser la vision des Outre-mer, la fiction produite par les Outre-mer? En gros, comment médiatiser, au sens premier du terme, donner à voir, la dynamique qui est portée par les territoires? Grosse problématique qui, aujourd'hui, à mon sens, a très peu trouvé ouverture. On a aujourd'hui des productions qui se déroulent sur notre territoire. On a une activité cinématographique qui procède d'une dynamique économique et qui met en œuvre un certain nombre de choses. On a nos techniciens qui fonctionnent, j'ai quelques exemples, le temps de les retrouver. Bon, on a par exemple la série OPJ, qui est produite dans l'île et qui offre du travail à un certain nombre de partenaires dans la dynamique. Mais là où on emploie 500 figurants, là où on a un premier rôle, là où on emploie des techniciens, donc une partie de l'économie du cinéma, il y a une catégorie qui, elle, n'apparaît pas ou apparaît peu. C'est celle des auteurs. Donc, Ce n'est pas un problème d'accès aux moyens, M. Picardo? Alors, c'est un problème d'accès, c'est aussi un problème d'accès aux moyens.
Parce qu'il faut trouver des partenaires, il faut trouver des contreparties financières ou des partenariats financiers que les chaînes, que ce soit Antenne Réunion ou France, ou Réunion la première, n'ont plus autant de moyens et donc engagent moins de frais dans la démarche de partenariat de réalisation. C'est un premier aspect. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si on a bien compris qu'au-delà d'être des prestataires de la dynamique, il y a aussi une réelle capacité de création sur les territoires. Et ça, c'est une question qu'on continue à se poser. Est-ce que l'on a bien compris que ce territoire, qui est capable de fournir des acteurs, des techniciens, toute la dynamique économique qu'il peut y avoir autour d'un tournage. On a un film qui vient de se terminer récemment et qui a assuré un potentiel économique relativement important sur le marché. Est-ce qu'on a bien compris qu'il y a aussi des Réunionnais qui ont envie de dire, avec leurs mots à eux, leur regard à eux sur leur territoire? Ça, je n'en suis pas persuadé, et c'est l'une des problématiques qui traverse ce rapport et qui est une manière d'interpeller les pouvoirs publics pour leur dire, mais oui, ok, l'industrie cinématographique est en train de prendre à La Réunion, mais est-ce que la réalisation cinématographique, est-ce que l'écriture cinématographique de La Réunion, elle, pour autant, est incluse dans cette dynamique? Je n'en suis pas persuadé. Bon, cela ne se résume pas à une question d'offre et de demande? Je ne suis pas persuadé de ça. C'est toute la question, quand on élève ses enfants, de savoir si ils mangent des épinards. Alors, il y a deux manières de leur faire manger. Alors, on va dire bread maniac ici, voilà. Ça pas des épinards. Mais soit on le passe par le fait, c'est bon pour ta santé, tu manges. Et à 99% des cas, on est sûr de faire chou blanc. Soit on trouve quelque chose qui soit suffisamment intéressant, excitant, intellectuellement et en termes de curiosité, pour que l'enfant de son propre chef y goûte. Et c'est toute la problématique. Si on ne donne pas à voir de l'œuvre produite localement et conçue localement, produite localement, il y en a, conçue localement, il y a peu de chances que des gens aient envie d'y goûter. Donc on est dans le problème récurrent de l'œuf et la poule. Mais il est nécessaire, et c'était l'une des problématiques qu'on a autour de la dynamique du service public, il est nécessaire de se demander si l'on doit se référer aux seuls critères de l'analyse financière ou si l'on doit se rappeler que l'on est un service public et que dès lors, on a ce rôle prévu dans les textes de l'accompagnement, l'émergence, la montée en compétence d'une expression fictionnelle, cinématographique, locale. Avant de conclure, on revient à la question initiale. Le service public et les nouveaux réseaux, les nouveaux opérateurs, comment le CCE a analysé la dynamique qu'il y a ou la non-dynamique qu'il y a entre ces deux modèles et quelles conclusions ils tirent dans ce cas-là? Alors, sans être péjoratif, j'ai envie de dire que la télé de papa a vécu. La formule n'est pas seulement pour le service public, c'est simplement une allusion à la démarche traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes résolument multimédia. Aujourd'hui, faire de la télévision, c'est faire une synchronisation avec la radio. C'est ce qui se passe sur le service public, par exemple, depuis peu de temps. La nouvelle grille met en œuvre une émission de service qui est diffusée à la fois en télévision et en radio. Et il y a la partie Internet. Donc on est vraiment dans un média multicanaux qui a une dynamique à porter. Pourquoi ? Parce qu'en face, cette logique, elle existe. Les plateformes, aujourd'hui, sont des plateformes qui touchent la Réunion. Et on a la possibilité, pour la première fois, d'être acteur de sa consommation télévisuelle ou audiovisuelle. Je choisis au moment où je le souhaite de regarder tel ou tel programme. Donc, dès lors, première conséquence, ça a été les replays. Mais aujourd'hui, on peut aller plus loin que les replays. Rien n'empêche demain d'avoir de la production spécifiquement destinée à l'Internet. Et qu'on ne retrouvera pas forcément sur la version, j'allais dire hertzienne, ça fait longtemps que je ne fais plus d'hertzien, mais sur la version télévisuelle classique. Donc c'est un vrai enjeu également pour les chaînes de télévision et pour les producteurs audiovisuels. Aujourd'hui, il y a toujours eu deux grands principes dans la vente. Soit on vend beaucoup de produits avec une marge très faible, soit on vend des produits très spécialisés avec une marge très importante. Je pense qu'en matière d'audiovisuel, on est passé dans ce champ-là également. Il faut arriver aujourd'hui à proposer sur le marché des produits très spécialisés qui vont trouver leur public.
personne n'aurait imaginé, Marie-Alice Séziamant dirait toc toc, que sur TikTok, on puisse arriver à une économie aussi puissante. Pourtant, c'est la réalité. C'est aussi, ces nouvelles plateformes, un enjeu pour nos créateurs. Mais entre les deux, il y a un travail qui est un travail nécessaire de l'audiovisuel public pour accompagner les créateurs locaux. Parce que quand même, on ne peut pas dire que j'ai pas encore trouvé un nouveau Stanley Kubrick sur TikTok, ni sur une autre chaîne d'ailleurs. Dominique, il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. Je te demanderai de faire part des principales propositions évoquées dans ce dernier rapport et de conclure par la suite avec tes mots sur le service public de l'audiovisuel aujourd'hui et sa liaison ou son partenariat avec le Conseil de la culture. Alors, critiquer, c'est bien. Ça aide à avancer. Faire des propositions, c'est mieux. Donc, il était inimaginable pour le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de conclure cette dynamique autrement que par une série de propositions. Il y en a 5. La première, qui est celle d'un souhait de diffusion des œuvres de création audiovisuelle plus fortes, on ne fait jamais que rappeler le cahier des charges. Le souhait d'avoir une meilleure dotation du groupe France Télévisions pour Réunion la Première sur la partie production et création d'œuvres audiovisuelles de fiction, c'est-à-dire que quand on a un partenariat avec une chaîne de télévision, on est sûr de 2 choses. D'une part, d'avoir un apport financier, et deuxièmement, d'avoir un diffuseur. C'est quand même les 2 aspects dont on a fondamentalement besoin. Donc l'idée, ce serait de renforcer cette dynamique et que France Télévisions, je ne sais pas si on en prend vraiment le chemin avec les restrictions qui sont en cours globalement, mais d'avoir une meilleure dotation pour permettre réellement l'expression du territoire. Le service public sera resté dans la sobriété. Oui, Pierre Rabhi, malheureusement disparu, parlait d'innovation frugale. Il faut qu'on fasse la démarche de l'innovation frugale. Alors, je parlais tout à l'heure de l'interaction entre les différentes manières de faire de l'information ou de l'audiovisuel. Il s'agit de porter le cross-média de manière plus élargie sur d'autres contenus. Aujourd'hui, et ça a commencé avec cette émission qu'on évoquait tantôt, on l'a vu, on a une capacité d'interagir réellement. Il faut juste aujourd'hui décaler nos limites de l'imagination. Il faut aller chercher plus loin. Mais là, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'imagination. Et c'est fondamental. Ensuite, il faut aussi travailler sur une dimension 360 degrés. Souvent, et c'est ce qu'on apprend en école de journalisme, on parle d'angle. Donc sur un sujet, on a 2 ou 3 angles. Aujourd'hui, on a peut-être la possibilité d'élargir les choses. Et sur le même sujet, on peut avoir un reportage d'une 30aine de secondes dans un journal télévisé, mais on peut avoir un magazine, on peut avoir une série d'émissions, on peut avoir des rencontres avec le public autour de cette dynamique. Donc, c'est cette manière de repenser la production audiovisuelle qui est l'autre démarche à mettre en œuvre. Et enfin, eh bien on l'a vu, on en a parlé au travers des médias, il faut travailler sur une nouvelle approche de l'information. Aujourd'hui, la télévision, la radio, Internet sont allés encore plus loin que la problématique que rencontraient les journaux à l'époque. Les journaux détestaient au début, à l'apparition surtout de la radio, l'immédiateté de la radio qui venait buter sur... La télévision enviait la radio. Aujourd'hui, on a la possibilité en direct... Aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Je peux interviewer quelqu'un à Moscou sans aucun problème. Il suffit de brancher, je ne citerai pas de marque de visioconférence, mais il suffit d'avoir le lien et Internet. Donc ça aussi, ça nous oblige à repenser les choses. D'ailleurs, ils le font avec Réunionnais du Monde, qui est une émission spécifiquement dans ce champ. Voilà donc quelques, j'ai presque envie de dire, de recommandations de bon sens, mais qu'il est parfois utile de rappeler pour que, et je conclurai avec ça, Michael, pour que le service public arrive à la fois à se réinventer dans sa manière de mettre les choses en œuvre, mais également dans son rapport avec la population. On est dans une ère de la proximité. On est local. On est à la fois au coin de la rue et on est à la fois au bout du monde. Et c'est quelque chose de fondamentalement nécessaire à intégrer dans l'analyse et la démarche. Et enfin, même si c'est très compliqué, il faut juste se dire qu'on est le service public et que l'analyse des ratios de financement n'est peut-être pas la meilleure approche des choses pour décider si l'on continue ou pas de porter tel ou tel projet. Merci Dominique pour cette causerie qui, nous l'espérons, aura intéressé le plus grand nombre.
Eh bien, nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer d'autres sujets, mais le plaisir était partagé, Michael. Merci.